La vie est tellement bien faite pour avoir vraiment vu une bonne partie du monde et rencontré beaucoup de gens. Je pense qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. Elles servent toutes à quelque chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraies Vies, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu grand plaisir à échanger avec Virginie. Virginie m'a été recommandée par un de mes anciens managers quand je lui ai parlé de mon projet de podcast qui était à l'époque encore très flou. Et il m'avait dit d'elle que c'était une femme dynamique, une maman extraordinaire et plein de courage. J'ai alors eu le plaisir de constater que c'était vrai. Virginie et son mari ont tout quitté en 2011, ils ont acheté un catamaran et ils sont partis avec leurs 2 enfants faire un tour du monde. Ils devaient partir 2 ans, ils y sont finalement restés 5. Alors comment se passe la vie à bord? Comment éduquer ses enfants? Pourquoi avoir tout quitté? Avec Virginie, nous avons parlé de son aventure familiale extraordinaire, mais également de ce que cette expérience lui a enseigné. Les doutes, les peurs, et également les moments exceptionnels partagés. Bref, ça fait rêver. PS, ne loupe pas le bonus de la fin pour entendre un bout de ma vie sur le bateau. Bonne écoute! Bonjour Virginie, aujourd'hui je te reçois dans De Vraies Vies car tu as fait un tour du monde en catamaran durant 5 années avec tes 2 enfants et ton mari. Et la première question qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est comment est venue cette idée? Cette idée est venue, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Elle est venue du fait que mon mari et moi avions très envie d'avoir des enfants. Et on voulait vivre quelque chose d'exceptionnel avec eux. Et on s'est vraiment creusé la tête pendant 10 ans pour se dire comment allons-nous faire pour vivre quelque chose d'exceptionnel avec nos enfants, les voir grandir et en profiter au maximum. C'était vraiment ça l'idée. Profiter de nos enfants et assurer leur éducation complètement. Donc c'est un projet qui est né ensemble, c'était pas une volonté de l'un ou de l'autre? Impulsée par mon mari quand même, et moi je suivais avec joie et passion. Mais impulsée par mon mari parce que je dois avouer que la montagne à gravir devant nous m'impressionnait beaucoup et que je m'en sentais pas vraiment capable. Sans son impulsion, je suis pas sûre que je serais allée toute seule. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce projet-là? Pourquoi en catamaran? Et pourquoi pas un voyage là, en prenant des avions normal, j'ai envie de dire? Les avions, ça nous a jamais tenté. Par contre, on a envisagé le vélo, la charrette, voilà, à pied. On a cherché plusieurs façons de voyager. L'idée, c'était quand même, avec notre petite famille, de nous ouvrir à l'autre. Et on a cherché, ça pouvait être, oui, un camping-car, tout ça. Donc, on a cherché pendant un moment, jusqu'au moment où on a fait avec l'UCPA un stage de voile. Et le déclic est venu chez mon mari. On s'était retrouvés sur un 6 mètres, un petit monocoque de 6 mètres à 7, 8 sur le bateau, donc hyper inconfortable. Et il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait aucun confort et ça nous a plu pendant une semaine. Et à un moment où il était à 4 pattes sur un ponton de marina en train de se raser sur un miroir cassé avec un verre d'eau, il s'est dit mais c'est exactement cette vie-là que je veux et voilà, là il m'en a parlé et je me suis dit effectivement, il y a beaucoup à apprendre avant de pouvoir être marin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc 10 ans, c'est le temps de réflexion en tout. Et combien de temps entre le moment où vous vous êtes dit, tiens, c'est vraiment, j'ai envie de faire ça sur un bateau, et le moment où vous l'avez vraiment fait? 5 ans et 2 ans de préparation extrêmement active. On fait partie des rares marins qui se sont vraiment préparés énormément. Certains partent sans aucune formation. Nous, on a tout lu, on s'est formé, on a fait des formations professionnelles. Voilà, on partait quand même avec une famille et on voulait rassurer nos familles et puis nous-mêmes, on n'était pas des aventuriers, mais réfléchis quand même. On a connu des aventuriers plus aventuriers que nous après. Alors, je veux bien justement que tu nous racontes un petit peu quel était le projet, parce que c'est pas simplement un tour du monde en bateau avec ta propre famille, c'est ça? Oui. C'était avec d'autres familles. Au départ, on est parti, donc nous, et puis on était parti au départ pour 2 ans. Ça, c'est le projet qu'on a annoncé à nos parents, et c'est déjà bien suffisant de leur annoncer ça parce que il a fallu le digérer pour eux. Dans nos têtes, on savait que on laissait la porte ouverte aux rencontres et aux imprévus pour pouvoir éventuellement rallonger le voyage. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer quand on part tout seul, on a choisi de partir sous forme de rallye. Alors, comme on pourrait faire un rallye de voiture, nous, on a fait un rallye de bateaux. Et on est parti à 17 bateaux.
ensemble, alors pas les uns derrière les autres, hein. On se retrouvait à différentes étapes, ce qui a été une superbe école parce qu'on avait des gens très expérimentés autour de nous et ce qui nous a permis de beaucoup partager, c'était une grande colonie d'adultes en fait et de partager, de se soutenir, de faire la fête, de s'entraider et pendant 6 mois, on était accompagnés, de 17 bateaux, voilà. Génial. Et comment est-ce que vous avez rencontré donc ces autres personnes On s'est inscrit dans un rallye de bateaux qui s'appelle le Rallye du Soleil et on s'est inscrit voilà sur tous les ans, ils refont ça et en fait, on fait le Brésil et le Brésil, il est très, très difficile pour les marins, à faire parce que au niveau des papiers, c'est très compliqué et puis on a fait aussi le fleuve Amazone et là, on ne peut pas le faire, seul. Il faut être accompagné de pompiers, de policiers et pour le faire de manière, sécurisée et voilà, donc l'idée, c'était de partir comme ça, en cohorte et c'était une belle idée pour démarrer et après on a été ravis de partir chacun de nos côtés. Bon, c'était déchirant, hein, les au revoir étaient vraiment déchirants, mais c'était bien aussi de partir chacun de son côté pour après on était prêts à être complètement autonomes après ces 6 mois. D'accord, donc c'était 6 mois, et après, le but c'était de faire 1 an et demi encore, de poursuivre l'aventure 1 an et demi seul. Oui. D'accord. Et donc le projet à la base, est-ce que vous aviez un projet précis avec des pays à visiter, etc. Ou vous vous êtes dit on commence par ça et après on verra? On avait quand même un projet précis qui a complètement changé au cours du voyage parce que la météo, parce que il faut suivre, voilà, on ne va pas toujours où on veut, comme on veut et parce que très vite, on a su écouter les gens autour de nous qui nous donnaient des conseils. Par exemple, on n'avait pas du tout prévu de faire le Guatemala et ce sont des voyageurs, que nous avons rencontrés qui nous disent: «Vous ne pouvez pas passer à côté du Guatemala» et on a bien fait de ne pas passer à côté parce qu'on y a passé plusieurs mois. D'accord. Alors comment ça s'est fait si on revient un peu sur ce rallye de 6 mois? Comment est-ce que ça s'organise exactement? Eh bien, on s'inscrit sur le rallye des îles du Soleil et puis ensuite on se donne rendez-vous à différentes étapes. Donc chacun est indépendant et autonome sur son bateau, mais on sait qu'on se retrouve à différentes étapes pour partager les joies, les peines et les problèmes. Et donc c'est quoi? C'est toutes les 2 semaines? Comment ça se passe? Un peu plus, tout dépend du temps de navigation, mais quand on traverse l'Atlantique, notre première traversée, bah là, on est en autonomie totale pendant les 12 jours. Nous, on avait un bateau assez rapide, donc il nous a fallu 12 jours pour traverser l'Atlantique. Pour aller jusqu'au Brésil du coup? Oui, bah, nous, il avançait assez vite quand même. Donc du Cap-Vert au Brésil, oui, c'était à Salvador de Bahia, c'était 12 jours. Génial. Et comment ça s'est passé cette première traversée? Atrocement angoissant et puis finalement, bah, tout s'est bien passé et pour en avoir fait une deuxième grande traversée ensuite, bien plus grande puisqu'on a traversé le Pacifique pendant 4 semaines, finalement, c'était un peu plus dur que le Pacifique qui a été plus facile et on était plus expérimentés. La première fois, ça fait très peur. C'est comme le premier pas quand on se lance dans un nouveau projet, traverser l'Atlantique, ça met bien une sacrée boule au ventre. Oui, oui, j'imagine. Parce que du coup, c'est 12 jours sans possibilité d'aller dans un port pour se reposer. Voilà. Voilà, c'est 12 jours sur la mer. Voilà, c'est ça. Franchement, ça me paraît rien du tout maintenant par rapport à tout ce qu'on a fait, mais c'était énorme. Ah oui, oui, non, moi ça me paraît énorme. Et donc, vous êtes parti sur un catamaran. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de bateau? Parce que j'ai complètement refusé de partir sur un monocoque, parce que j'ai le mal de mer et parce que j'ai super peur des monocoques qui gîtent et qui penchent énormément j'avais dit: «Oui, OK, on part, mais sur un bateau confortable et un bateau sur lequel notre famille sera à l'aise, pour pouvoir faire l'école, pour pouvoir, bouger» et voilà donc les grands sportifs, les vrais marins diront qu'un catamaran, c'est pas un vrai bateau, mais tant pis, on n'est pas des vrais marins. Nous, on voulait allier plaisir, voyage et confort. Et le catamaran, c'est confortable. D'accord. Donc, on n'a pas le mal de mer sur un catamaran. Si, 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 si. Ça bouge moins, mais ça bouge beaucoup. Disons que ça ne penche pas, mais ça tape énormément. D'accord. Oui, si, ça bouge beaucoup. Mais d'abord, on s'amarine, donc on a moins de mal de mer au fur et à mesure. Et puis après, le mal de mer, c'est aussi beaucoup dans la tête. Donc quand j'ai été décidée, quand j'ai vraiment été sûre que je voulais partir, je me suis dit maintenant je vais lutter quoi. Après, il y a des médicaments qui aident à lutter aussi contre le mal de mer, des techniques de méditation, on apprend à se connaître et tout ça. Alors, mais j'ai des très bons amis marins qui sont toujours très très malades et qui continuent malgré tout.
Vous êtes parti de hier, c'est ça? Hier, oui. Hier dans le sud de la France. Voilà, exactement, faut le préciser. Pour aller donc au Brésil, première étape, et après c'était quoi vos étapes d'après? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes parce qu'on a traversé Gibraltar, donc on a fait Madère, on a traversé Gibraltar, on a fait le Maroc, on a fait l'Afrique. Avant d'aller au Brésil, on a quand même navigué pendant quelques mois avec par exemple une magnifique étape en Afrique puisqu'on avait préparé en parallèle une action humanitaire qu'on allait mener en Afrique pour aller aider un village qui n'était accessible que par la mer. Génial. Par le fleuve en fait, et que avec des catamarans, parce qu'il fallait peu de tirants d'eau pour pouvoir accéder à ce village. Et donc là, on est allé ramener des fournitures scolaires et on a passé quelques jours chez eux dans le village avec les professeurs, les mamas, etc. Et voilà, ça c'était une première étape. On a toujours essayé d'associer, de donner en fait, de rendre tout ce qu'on recevait. Et je trouve que cet aspect, alors ça demande du temps, c'est beaucoup d'organisation, c'est pas facile à mettre en place, et ça fait partie des plus beaux moments qu'on ait vécu. C'est vraiment ceux qui nous ont le plus touchés, où on a fait des rencontres humaines absolument magnifiques. C'était important pour vous d'avoir ces aspects humains dans le voyage? Capital. C'était essentiel. Parce qu'on était conscient de la chance qu'on avait de vivre cette aventure, même si on a tout fait pour la provoquer. Et on voulait pouvoir rendre partager, rendre et partager. Tu m'as dit avoir mis 10 ans pour préparer ce voyage. Comment est-ce que ça se passe côté finance, quand on sait qu'on va partir comme ça pendant 2 ans, sans rentrer d'argent finalement? Alors, c'est pas exactement vrai qu'on rentrait pas d'argent parce qu'on avait par ailleurs une activité d'accueil d'hôtes à bord. On recevait des gens à bord, principalement des familles avec qui on partageait notre passion et qu'on accueillait à notre bord. Donc, des clients en fait qui payaient pour qu'on les accueille, qu'on les nourrisse, qu'on leur fasse vivre une partie de notre rêve et qu'on leur offre des vacances inoubliables. Et donc ça, c'était une partie de nos revenus. Mais il faut être conscient que quand on part dans ce type de voyage, c'est beaucoup plus confortable de partir avec une réserve d'argent. Il ne faut pas se poser toujours la question du lendemain. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins confortable. Certains le font, mais c'est beaucoup moins confortable. Ça ne doit pas empêcher le voyage. On a rencontré sur l'eau et dans l'ensemble de nos voyages des milliardaires et aussi des gens sans le sou, avec le même type de rapport très simple et très franc avec les uns comme avec les autres. Donc chacun essaye de se débrouiller pour vivre son aventure, mais c'est plus confortable, surtout quand on part en bateau, de partir, d'avoir quelques réserves avant. Donc nous, pour préparer ce voyage, eh bien, on a économisé, tout simplement. On n'a pas fait le parcours habituel, mariage, achat de maison, etc. On s'est concentré sur ce projet. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Donc vous saviez depuis longtemps finalement que c'était un projet que vous vouliez faire. Donc vous avez, quand tu dis pas d'achat de maison, pas de mariage, vous avez fait comment? Vivre, on louait et on s'est mariés, mais avec mon mari, pas d'invité, ça coûte beaucoup moins cher. Avec mon fils. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que le voyage nous excitait beaucoup et on n'avait pas on n'avait pas d'enthousiasme en fait à suivre le parcours de tout le monde. On se réjouissait pour eux quand ils le vivaient, mais nous, il n'y avait pas d'écho chez nous. On sentait que c'était pas quelque chose qui allait nous satisfaire en fait à ce moment-là de la vie. Après, chaque chose en son temps, c'est quelque chose qui peut peut-être nous enthousiasmer un peu plus tard, mais jeune, c'était pas ce qu'on voulait. Vraiment, nous, notre priorité, c'était de vivre quelque chose d'exceptionnel avec les enfants et de prendre en charge leur éducation. Génial. Tu parlais tout à l'heure des rencontres que tu peux faire sur la mer. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu rencontres des personnes quand tu es sur ton bateau finalement? Ça se fait au port? Comment est-ce que ça se fait? Alors en fait, ça se fait incroyablement facilement. J'avoue que je me demandais avant de partir, mais on va vivre une vie de solitaire? Bon, pas du tout. En fait, il y a une vraie communauté des gens de la mer sur l'eau. Quand on est parti, il y a 12 000 personnes dans le monde qui vivent sur l'eau, qui ont choisi ce type de vie que nous avions vécu également. Et oui, c'est beaucoup. Et en fait, les gens se retrouvent à ce qu'on appelle les mouillages. Donc, quand on arrive
dans une marina, alors là, on rencontre plein de gens, mais on ne va pas du tout que dans les marinas. D'ailleurs, on essaye d'éviter d'aller dans les marinas. On va plutôt dans des petites criques magnifiques où le mouillage, donc l'endroit où on va poser notre ancre, est agréable, pas trop venteux et où on va se sentir bien. Et puis là, il y a d'autres bateaux, quelques bateaux qui sont autour. Donc, ce que tout le monde fait, ce qui se fait dans ce monde-là, c'est qu'on descend le petit bateau qui est attenant au gros bateau. Il s'appelle l'annexe ou le dinghy. On appelle ça le dinghy. Donc, on monte tous à bord du dinghy et un petit coup de moteur et on va saluer les autres bateaux pour leur dire bonjour, on vient d'arriver, comment allez-vous? Et là, les gens s'échangent les bons tuyaux. Le supermarché, on y accède comme ceci. Ah, l'épicerie, elle est là. La jolie crique où vous verrez plein de poissons, elle est là. Et puis, ah, j'ai des enfants, bah tiens, vous voulez jouer avec moi? Oui, bah les enfants vont jouer immédiatement sur le bateau d'en face. Ça, c'est le contact vraiment normal entre les marins. Et puis, si les gens ils sont sympathiques, bah, le soir, on prend l'apéro ensemble. Et voilà. Et les contacts se font très, très vite entre nous. Et après, c'est plus difficile de rencontrer, par contre, les gens des pays. Ça, c'est vraiment plus. Finalement, on a tendance à tous se rassembler entre voyageurs. Donc, c'est plus difficile d'aller vers les autres. Et on s'est perfectionné au fil du temps. On arrivait davantage au fil des années à rentrer vraiment en contact avec les populations. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir besoin de quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on n'aimait pas trop prévoir les choses, parce que les échanges de bons procédés, de fruits, de choses qu'on pouvait avoir, ou bien d'aller voir des locaux et de dire j'ai cassé ceci sur mon bateau, je cherche un endroit où on pourrait réparer, ah bah tiens, je connais un tel qui... Et voilà, les échanges de bons procédés. Et très souvent, on était invités à manger chez les uns, chez les autres, parce qu'eux étaient aussi intrigués par notre vie. Et nous, on voulait comprendre la leur. Et on a vraiment fait des rencontres, des milliers de rencontres extraordinaires. Et c'est la richesse de ce voyage. C'est toutes ces belles rencontres. Finalement, on a visité des lieux très chouettes et d'autres peut-être moins. Mais ce qui faisait la richesse de l'endroit, c'est la qualité des relations qu'on avait su nouer. Et un endroit peut-être insignifiant à la base devenait magique parce que les liens qu'on y avait créés étaient super, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une relation justement qui t'a marqué plus que les autres? Une rencontre? Alors, j'ai vraiment beaucoup de belles rencontres. C'est ma famille de la mer. C'est ma famille de mer maintenant, on est toujours très en contact, etc. Je pense à 2 personnes particulièrement, Alice et Andrea, qui m'ont vraiment, des femmes superbes, une plus jeune et une plus âgée que moi, qui m'ont marquée par leur sourire et qui m'ont ouverte toutes les 2 au yoga, à la méditation, au fait de prendre son temps, de savoir s'arrêter et de vraiment profiter pleinement du moment présent. T'étais pas du tout ouverte sur ça auparavant et tu l'as vraiment découvert pendant ce voyage. Alors ça m'intéressait, mais ça m'intéressait dans le principe. Je trouvais ça super bien, mais j'avais jamais fait de yoga. Je trouvais ça super bien la méditation, mais voilà, au bout de 2 minutes, ça me saoulait, je voyais pas l'intérêt. Et parce que j'arrivais pas à m'arrêter dans mon rythme de vie, en fait, c'est très dur de s'arrêter. Voilà, le fait d'être en contact avec la nature, ça c'est vraiment énorme, contact permanent avec la nature. Déjà, les sens se développent et on a envie de faire ça. Énormément de femmes, de marins pratiquent le yoga, énormément, quasiment toutes, je crois bien. D'accord. Est-ce que tu aurais des recommandations pour l'organisation d'un voyage de ce type pour des personnes qui en rêvent, surtout des personnes qui ont donc une famille, mais qui n'osent pas, qui se posent plein de questions, qui ont peur? Alors notre chemin, ça a été de lire des livres, de regarder des blogs et d'aller à la rencontre de tours du mondistes, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, sont partis faire le tour du monde et on prenait contact avec eux pour qu'ils nous accueillent à leur bord. Alors nous, on faisait ça, mais certains ne le faisaient pas du tout. On arrivait à prendre contact avec eux et on disait « Vous avez 2 cabines? Mais super, super, il nous faut juste 2 cabines et on veut participer à la vie avec vous. On ne veut pas être des touristes qui viennent profiter d'un moment, on veut vraiment apprendre la vie de mer avec vous. » Donc ce que je conseille, c'est les livres, les podcasts, les émissions. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions qui permettent de s'ouvrir pour... comme ce que toi tu fais, voilà, de permettre aux gens de réfléchir, de s'ouvrir, et ensuite, eh bien, d'oser et de se mettre vite en contact avec des gens qui le font, parce que ça rend les choses accessibles.
Et il faut se mettre en marche et pas forcément attendre d'être prêt, en fait. D'être complètement prêt, ce que nous, on a fait. Nous, on a attendu d'être prêt. C'était trop, tu penses? Non, pas pour nous, c'était parfait. Tout était parfait. À refaire pour nous, parce que nous, on aime bien maîtriser les choses avant d'y aller. Partir en mer, ça nécessite quand même des connaissances, à mon avis. Et tous les voyages ne nécessitent pas ce degré de connaissance. Et parfois, il faut se lancer et faire confiance à la vie pour mettre sur notre chemin des personnes qui vont pouvoir nous guider, nous renseigner, nous aider, nous inspirer et nous mettre en contact. La vie est tellement bien faite pour avoir fait vraiment vu une bonne partie du monde et rencontré beaucoup de gens. Je pense qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. Elles servent toutes à quelque chose. Maintenant, il faut être assez éveillé et présent Il faut être à l'écoute. Pour être à l'écoute et les percevoir, les attraper et puis saisir la chance, quoi, quand elle passe. Exactement. Donc ces personnes que tu as rencontrées, que tu as contactées, c'était avant, donc c'était dans la préparation en fait. Pendant vos semaines de congé, vous avez contacté ces personnes pour participer à la vie du bateau. Exactement, oui. Vous aviez déjà vos enfants? Oui, on en avait notre voyage de noces, on s'est mariés juste à deux avec mon fils. Mon fils avait 5 ans, on l'a fait avec des tours du mondiste, des petits retraités qui nous ont accueillis sur leur bateau et donc on a commencé comme ça. J'ai refait un grand tour quand j'étais enceinte jusqu'aux dents, là bien malade hein, pour le coup, mais c'était super quand même. Et puis comme on a super sympathisé avec les gens, on est revenu l'année d'après avec ma fille toujours sur le ventre, mais cette fois-ci dans un bandeau, comme un kangourou quoi. Je la portais toujours sur moi. Et donc oui, nos vacances on les consacrait beaucoup à du bateau. Et mon mari apprenait à devenir skipper, moi j'apprenais à devenir équipière, et une bonne équipière qui comprend aussi qu'elle va devoir assurer sur l'avitaillement du bateau, bien nourrir les siens, prendre en charge l'éducation de ses enfants, devenir une reine du ménage. Et moi j'étais pas tout ça avant de partir, parce que quand on a une vie professionnelle à fond, alors, j'étais super bonne pour réchauffer au micro-ondes, j'arrivais bien. Voilà. Le ménage, je déléguais cette tâche, j'avoue que je me chargeais pas de ça. Et la cuisine, voilà, j'étais nulle, donc il a fallu apprendre tout ça et j'ai appris en reposant en admettant que je savais pas faire et puis que j'allais apprendre et puis finalement je m'en suis sortie. Super. Quelles tu trouvais ces personnes là? Comment est-ce que tu les contactais? Comment est-ce que tu les trouvais? C'était des sites internet, c'était des forums, je sais pas. Je vais rendre à mon mari ce qui lui revient. C'est absolument pas moi qui les contacte. D'accord. C'est lui, oui, voilà, sur des forums. Un contact en entraînait un autre, ça allait très très vite. Oui, par Internet, vive Internet. Il y a pas mal de gens qui, quasiment tous les marins que je connais, font des blogs et parlent de leur aventure et après ils mettent en contact entre eux. Il y en a même qui font de l'Airbnb en accueillant les gens sur leur bateau et pour voir déjà si ça plaît, si la famille adhère, si on n'a pas trop le mal de mer, sachant que ça doit pas être un frein parce qu'on peut passer outre quand même. Voilà. Et puis si ça nous plaît, tout simplement. Tu disais tout à l'heure que tu avais attendu le dernier moment pour l'annoncer à ta famille. Pourquoi ? Alors, parce que les gens sont pleins de bonnes intentions et pleins de peurs qu'ils sont très très heureux de vous transmettre et de vous partager quand vous-même avez déjà le courage de faire quelque chose. Donc nous avons choisi d'affronter nos propres peurs sans nous embarrasser de celles des autres. Et ça a été quoi les réactions au moment de l'annonce ? Certaines très enthousiastes et positives, d'autres très effrayées. Certains étaient dans la réprobation. Nous avions 2 postes qui marchaient très très bien, donc on travaillait tous les deux et voilà, c'était de dire mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi, c'est la folie de faire ça avec vos familles, vous serez incapables de les éduquer. Les pauvres enfants, mon Dieu, voilà. On a eu aussi ce type de réaction de la part de personnes qui nous aimaient. C'était de la bienveillance vis-à-vis de leur part. Maintenant, il faut être quand même armé et solide et fort et sûr de son projet pour l'accueillir sans se braquer, comprendre que chacun a le droit d'avoir sa réaction, chacun est responsable aussi de sa réaction et qu'on n'est pas obligé d'en être affecté. Même si ça peut faire de la peine sur le coup, eux aussi ont le droit de digérer l'information et de prendre le temps dont ils ont besoin pour accepter le projet. Et de la part de nombreux amis, par contre, beaucoup d'enthousiasme. Quand j'ai annoncé à une super bonne amie, mais voilà, en fait, c'est notre projet de vie et on vous en a pas parlé parce que tant que ça se concrétisait pas, on voulait pas vous embarrasser avec ça, mais en gros, c'est vraiment notre projet de vie. Et là, elle a regardé son mari et fait, c'est quoi notre projet de vie à nous ? Et de cette question toute basique, ils se sont extrêmement
remis en question et eux, on bouge aussi. Et, parce que franchement, on se pose pas tout le temps cette question. Exactement. Et toi aussi, tu vois bien à travers ce que tu dis. J'imagine que les gens parfois, tu peux donner des envies et impulser quelque chose chez les autres qu'ils n'avaient pas imaginé. Ils se disent, mais finalement, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose. Tous les voyageurs le disent. Tout le monde n'est pas prêt à accepter notre histoire. Donc, les gens qui vont écouter tes podcasts sont des gens qui cherchent une impulsion, qui ont envie de bouger. Mais ça plaira pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas du tout prêt à accepter des personnes qui ont des vies à part. Et beaucoup se sentent frustrés, très mal à l'aise. Et donc, je n'en parle que si on m'en parle. Et pas tant en exposant ce qu'on vit, mais ce que les autres ont envie d'entendre. Ça, c'est parce que, en fait, les gens, ça les saoule d'entendre parler du rêve des autres, quoi. C'est brutal, hein, ce que je dis, mais c'est mon avis. C'est terrible. Tout le monde n'est pas ouvert, comme là maintenant, ça me fait très drôle et moi j'adore en parler. Et quand on tombe sur des gens qui sont passionnés, on est content de s'y replonger, mais c'est vraiment pas souvent. Personne ne s'en doutait parce que si vous consacrez tous vos vacances... Nos vacances, on cachait pas le fait qu'on aimait beaucoup la mer et certains disaient parfois un jour vous partirez, mais on ne relevait pas en fait cela. Et pour une simple raison, parce que c'est pas facile de partir. Et parce que c'est pas du tout sûr qu'on y arrive. J'ai vraiment connu des bateaux sur lesquels c'était l'enfer. Parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts pour prendre sur soi. On grandit énormément dans cette aventure. Humainement, c'est vivre avec ses enfants 24 heures sur 24, on va pas se mettre à crier sur son mari parce qu'on n'est pas content. Et pourtant, des fois, on n'est pas content. Mais ça se fait pas. Enfin, on sait très bien qu'il faut pas crier devant les enfants. Mais comment on fait quand on vit 24 heures sur 24 ? Oui, exactement. Donc il faut mettre en place il faut se parler beaucoup plus vite. On va pas se mettre à bouder non plus. On va dire ça c'est un petit peu facile. Et puis j'avoue que je le faisais quoi. Enfin même un peu beaucoup. Voilà, c'est fini après parce que c'est insupportable. C'est pour tout le monde. Donc il faut. On grandit forcément humainement. C'est douloureux hein, parfois. Et ça vous l'avez travaillé du coup en amont. On en avait parlé avant, voilà, on s'était dit quelles sont tes plus grandes peurs, de quoi tu as envie de parler avant, comment veux-tu qu'on réagisse le jour où on a un très gros problème, qu'est-ce qui pourrait faire que tu voudrais rentrer, voilà. Et donc on avait abordé ces points. Ça, c'était vraiment des discussions douloureuses parce qu'on touche vraiment à des choses qui sont très difficiles à dire. Ça a été essentiel et surtout, il a été essentiel d'en reparler après. Une femme de marin me l'avait dit et m'avait dit c'est tout à fait il faut accepter qu'au tout début l'équilibre soit complètement bousculé et que tout ne soit pas parfait du tout de suite, si tant est qu'à un moment ça puisse l'être. On n'a pas accueilli les 6 premiers mois et je pense que c'était une bonne chose parce qu'il fallait que nous-mêmes d'abord on trouve notre équilibre avant de le faire. Et voilà, il y a eu des hauts débats, il y a eu des explications, il y a eu des grandes mésententes. Donc il a fallu dépasser tout ça. C'est pas évident de toujours bien tous s'entendre. Et comment on fait pour l'accepter du coup ? Que tout n'est pas parfait, comparé à un rythme de vie classique, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'on peut tout à fait fuir la réalité ou les problèmes dans la vie quotidienne et on peut pas quand on est en voyage 24 heures sur 24 ensemble. Alors méditation. Voilà. Yoga. Alors yoga, clairement, moi je faisais 1 heure tous les matins avant le petit déjeuner, avant que tout le monde ne débarque. Je me levais très tôt avec le soleil et je faisais 1 heure de yoga le matin. Et c'était, j'arrivais toute joyeuse, toute posée. Ça m'a vraiment, et ça je l'ai découvert seulement 1 an et demi après le début du voyage, et ça m'a apporté énormément. Ça a changé vraiment beaucoup de choses, ouais. Oui. D'accord. Ouais, et je l'ai gardé dans ma vie maintenant. Génial. Vous êtes parti avec vos 2 enfants qui avaient à l'époque, du coup tu m'as dit 5 ans et demi et 11 ans et demi. À partir de quel moment vous leur avez annoncé que vous aviez envie de faire ce voyage et comment est-ce qu'ils ont réagi ? Mon fils l'a su, ça a été le seul à le savoir, on lui a dit quand il avait 9 ans. C'est le seul à qui on l'a dit à un moment où pendant les vacances, on passait de merveilleux moments ensemble et il a dit à son père mais pourquoi on ne vit pas plus de moments comme ça ? Pourquoi on n'est pas plus souvent ensemble ? C'est ce que j'aime vraiment. Et son père lui a répondu on cherchait un moyen pour pouvoir être tout le temps ensemble. C'était pas facile, on n'avait pas encore trouvé la solution, mais on cherchait un moyen de pouvoir vivre et travailler ensemble. L'idée, c'était aussi que les enfants travaillent avec nous, dans l'accueil des autres, en fait. D'accord, voilà. ok. Mon fils est complètement partant, mais maintenant, c'était le bon moment. 11 ans, c'était
il n'y aurait pas fallu attendre Attendre qu'il rentre plus. au collège ou des choses D'accord. comme ça. Ça aurait été plus compliqué. Ma fille, au début, elle a dit: «Oh non, moi j'ai pas envie de changer», parce qu'elle est plutôt réfractaire au changement quand on lui annonce quelque chose. Mais finalement, elle adore, et puis elle s'est très vite adaptée, et elle était super triste de quitter ses amis, mais finalement elle avait 5 ans et c'est pas très grave. Les enfants, ils se refont d'autres copains, et le ciment, c'est la famille, donc voilà, c'est pas elle de toute façon qui allait dicter notre parcours, voilà. Mais elle était quand même contente. Ça leur a appris tellement de toute façon que. Et quand on lui a dit qu'on arrêtait le bateau, là, elle était aussi désespérée. Donc, J'imagine. et finalement, elle s'est très bien adaptée. Du coup, voilà comment ça se passait. Donc, tu disais les rencontres entre les enfants, c'était avec les deux personnes qui avaient leur bateau au Oui, mouillage, j'ai noté. oui, oui, bravo, oui. Et au niveau de l'école, ça se passait comment? Alors, l'école, bah, c'est nous qui l'assurions. Alors, on a beaucoup de chance en France parce que nous sommes le seul pays avec l'Australie à avoir un système d'éducation à distance qui est super bien fait. Et donc, ça s'appelle le CNED, C-N-E-D. Et donc, c'est l'école à distance. C'est un super programme. Et donc, les élèves reçoivent leurs 25 kilos de cours pour l'année. Et les parents reçoivent aussi leur petit livret comment faire l'école à ses enfants. Génial. Et oui, c'était génial. Alors ça, évidemment, ça fait peur au début, mais ça, j'ai su tout de suite que ça allait me plaire énormément. Nous avons adoré assurer l'éducation scolaire de nos enfants. C'était génial. Comment ça se passe concrètement? Une journée type à bord d'un bateau avec des enfants, sachant faut s'occuper donc des personnes que vous accueillez, il faut s'occuper des enfants. Comment est-ce que tu t'organisais? Alors, ça demande une discipline énorme, beaucoup d'amour et énormément d'autorité pour que le programme soit très précis. Alors, les enfants travaillaient tous les matins, tous les jours, sans vacances, et au départ sans dimanche. Ensuite, le dimanche, c'était pas vraiment. Il y avait une journée en semaine qui était une journée de relâche quand on avait une visite qui était super, ou une navigation qui était difficile. Mais les premières années, on donnait pas, c'était sans repos, sans répit, tous les matins. Et donc, pour mon fils qui avait 11 ans, c'était de 7h du matin jusqu'à 12h30. Ah oui, Et pour ma fille qui avait 5 ans, et que j'ai fait rentrer au CP, parce qu'elle devait rentrer en dernière maternelle, on lui a fait sauter une classe. C'était de 8h30 jusqu'à 10h, une bonne pause d'une demi-heure, et ensuite voilà, de 10h30 jusqu'à 11h30 midi. Après, c'était difficile de garder son attention plus longtemps. et c'est toi qui t'en occupais ou avec ton mari? Vous faisiez comment? Très rapidement, les affinités sur les matières se sont D'accord. confirmées. Donc, mon mari a géré toute la partie, tout ce qui le passionnait, donc les maths et l'histoire, et puis les cours les cours techniques, comment brancher une ampoule, réparer. Alors là, c'était super parce qu'il le faisait vraiment, il faisait vraiment avec lui, quoi. Donc, il réparait plein de D'accord. choses. Et moi, le reste. Principalement, vraiment, le français, c'est vraiment. J'ai appris à lire et à écrire à ma fille, donc ça, c'est la grosse partie ce qui prend beaucoup de temps, en fait. Génial. J'imagine aussi que ça crée des affinités. Oui, oui. Alors, c'est pas facile non plus parce que j'ai des enfants qui ont du caractère, et voilà, une maman et une maîtresse, parfois on se permet de dire des choses à la maman qu'on dirait jamais à une maîtresse. C'est vrai. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'autorité. Il faut quand même une poigne sans avoir à crier. Il faut avoir une autorité naturelle pour imposer un rythme, le faire respecter, et ensuite beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour l'accompagner, réconforter, encourager, féliciter, voilà, pour donner l'envie le goût d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas raté. Mes 2 enfants ont vraiment un plaisir fou à apprendre. Super. Et donc là, vous avez fait ça pendant 5 ans, parce que tu disais, à la base, c'était 2 ans. Il devait rentrer au collège, c'est ça, la deuxième année? Le grand, on lui a fait aussi sauter une classe. Il est rentré en 6e au collège français. Et en fait, ils étaient tous les deux en système luxembourgeois, et on a dû les faire passer en système français pour pouvoir suivre leur scolarité. D'accord. Et voilà, donc on en a profité pour leur faire sauter une classe. Ils avaient de bons niveaux scolaires, on a été appuyés par les profs. Mon fils a commencé en 6e et ma fille au CP. Et comment est-ce que vous organisiez au niveau de l'accueil justement des familles que vous aviez donc comment est-ce que tu appelles ça? C'est des Les guests, voilà. voilà. Alors comment est-ce que tu t'organisais pour te faire connaître et puis les récupérer en fait?
On avait un site internet en fait, sur lequel on faisait notre promotion. Ensuite, le bouche à oreille, c'était vraiment, c'est vraiment ce qui a fait notre succès et on accueillait l'idée, c'était d'accueillir des familles, donc des gens qu'on sélectionnait. On prenait pas n'importe qui sur notre, D'accord. bateau. Le critère était simple, hein, il fallait des gens sympas, voilà et avec qui on avait un super contact, Skype en fait avant, et qui, voilà et s'ils avaient des enfants, c'était idéal parce que du coup, les nôtres pouvaient être en interaction avec les leurs également. Ils suivaient le parcours du bateau, puis on disait: «Bah, voilà, à telle période de vos vacances, nous, on est à cet endroit-là, on peut vous à cet endroit-là» et voilà. C'était pas évident, parfois on a dû braver des mers un peu compliquées pour arriver à l'heure. Avoir un rendez-vous, c'est jamais bon quand on est en bateau, mais parfois on est obligé de le faire quand même. Oui, ça s'est bien passé, on a pu récupérer les gens, là où on devait les récupérer. Et ensuite, ils faisaient en général 15 jours de vacances avec nous, à notre bord. D'accord. Et vous les redépotiez du coup ailleurs. Donc après, c'était à eux Oui, de... oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Alors, quel est ton meilleur souvenir à bord? Et puis, éventuellement, le moins bon, s'il y a eu des galères, par exemple? La traversée du Pacifique a été un moment familial unique. On est resté 4 semaines en mer avant de voir la Terre, et juste nous quatre. Et c'était dur, c'était long, mais c'était extraordinaire et la beauté de la nature, la violence de la nature, l'union. Il y a quelque chose d'extra de magique qui s'est passé entre nous et qui nous a unis pour toujours. C'était fantastique. On a eu des conversations, des grandes conversations sur leur enfance, tout ce qu'on avait pu partager sur le monde, la façon dont ils se voyaient quand ils seraient, enfin dont ils seraient plus grands, quand ils seraient plus grands. Voilà, c'est fou d'avoir tout ce temps en fait avec ce qu'on aime. C'est voilà, il y a eu beaucoup de lectures. Moi, j'ai lu à ce moment-là Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Voilà, et c'était le moment idéal pour le lire. Et voilà, on a ouvert. Mon fils a une très belle lecture qui s'appelle Devenez ce que vous êtes, qui aide les gens de n'importe quel âge à trouver leur voie, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre leur vie intéressante. Et donc, mon fils, il l'a lu, il a fait les exercices, accompagné par nous, beaucoup par son papa, pour pas passer à côté de sa vie. Nous, on a suivi un peu les rails, les chemins qui étaient tout tracés pour nous, pas forcément en suivant ce qu'on avait envie de faire, mais en suivant la norme. On essaie de montrer à nos enfants qu'ils peuvent écrire leur propre chemin. Ah, c'est génial. Je crois que je vais me le procurer, ça. Oui, c'est super, je vous recommande. Devenez qui vous êtes. Devenez Et ce je que vous note. êtes, devenez ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Ça marche pour les adultes et pour les enfants, enfin pour les ados, c'est chouette. C'est absolument génial d'enseigner ça à ses enfants. Oui, même si ça fait peur, et tu en es peut-être aussi parfois à ce stade-là, c'est que quand tu t'offres cette liberté, quand tu te rends compte que tu es libre de choisir ce que tu veux, c'est très effrayant aussi. Oui, c'est vrai. Et ce livre permet donc c'est un travail, hein, il faut vraiment faire les exercices et il faut pas passer les étapes. C'est vraiment important de les faire étape par étape. Et mon mari était déjà passé par là, et ensuite il l'a transmis à mon fils et c'est vraiment chouette. Et est-ce que, du coup, à la suite de ce voyage, est-ce qu'il y a eu, du coup, des changements, que ce soit toi ou ton mari, de carrière, des envies de se reconvertir peut-être? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Oui, oui, clairement, clairement. Et sans forcément pouvoir apporter de réponse aujourd'hui parce qu'on est encore un petit peu en chemin. Moi, de mon côté, je pense qu'il y avait peut-être un manque de confiance, des peurs qui m'avaient freinée précédemment et qui faisaient que je croyais pas forcément tout ce que j'étais capable de faire. Le fait d'avoir surmonté tellement de peurs pour faire ce voyage m'a fait dire que j'en étais capable et que je devais pas affronter la peur à tout prix, ni la dépasser ou quoi. Moi, j'ai plein de peurs, quoi. J'ai le vertige, j'ai le mal de mer, je suis claustrophobe. C'est comme ça. J'ai des peurs, mais dans la voiture dans laquelle je suis, la peur, elle est passagère. Je vais dire, elle est sur le siège arrière, mais en aucun cas je laisse prendre le volant, quoi. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et la peur, elle est là, je sais, je l'ai, j'ai plein d'appréhension au départ, mais j'avance. Et dans mes nouveaux challenges professionnels, j'oublie pas tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai déjà dépassé. Et quand j'ai la peur qui m'envahit ou l'angoisse qui remonte, oh, mais est-ce que je vais savoir le faire? J'ai déjà fait beaucoup. Alors, j'entends la peur, mais je respire un coup et puis je me dis, t'inquiète pas, je sais que tu es là, mais on va y aller quand même, ensemble.
Est-ce que vous vous êtes posé la question de ne pas revenir éventuellement? Ou à quel moment vous avez décidé d'arrêter le voyage? Oui, on s'est demandé si on allait, revenir. En fait, ça nous a été un petit peu imposé par les enfants au bout d'un moment et principalement par mon fils aîné qui ne s'en sortait plus. Tu l'as dit, allier le voyage, les navigations fatigantes, les cours, l'excellence dans les cours qu'on leur demandait d'avoir, dans le niveau scolaire, il n'y arrivait plus, en fait. Et quand il était en seconde, il nous a dit: «Voilà, moi je vais rentrer en première S l'année prochaine. Là, j'y arrive plus, il faut qu'on s'arrête. Je peux plus, et donc, ben, je pense que sinon on aurait continué encore un peu. Nous, on n'avait pas trop envie que ça s'arrête, ce voyage. Donc le retour, c'est difficile et on s'est posé 1000 questions. Ce qu'on n'a pas fait quand on ne s'est jamais posé de questions dans ce voyage. On ne s'est jamais demandé: «Mais pourquoi le fait-on?» C'était évident, évident et c'était dur, hein, c'était vraiment, beaucoup de remises en question, beaucoup de peurs à dépasser, mais il y avait la question du pourquoi n'existait pas. Alors que oui, la question du pourquoi et il a fallu trouver des réponses pour le retour et à un moment, il a fallu le faire pour que les enfants puissent, se poser aussi et du coup, nous, ça a été, bah, qu'est-ce qu'on va faire après et comment qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi? Et du coup, vous avez trouvé la réponse? On est en train de la trouver. Oui, on s'est pas précipité sur la première opportunité professionnelle. Chacun, effectivement, s'est vraiment questionné sur ce qu'il avait envie de faire. On peut pas se permettre, quand on a vécu une aventure extraordinaire comme ça, d'accepter de passer à côté de sa vie après. Travailler, c'est indispensable, mais il faut que ça prenne un sens et il faut qu'on puisse continuer à grandir dans cette vie professionnelle, au quotidien et voilà, donc pour parler de mon parcours, je suis contente parce que c'est ce que je fais. J'ai la chance de travailler avec des rapports humains exceptionnels et l'humain, c'est ça qui nourrit, c'est ça qui fait grandir et qui enrichit. Donc je continue mon chemin aujourd'hui dans ma vie professionnelle. C'est différent, il faut s'adapter, c'est pas facile, mais j'avance encore. Donc c'est, le voyage qui t'a un peu ouvert, les yeux sur ce que tu voulais faire, ça t'a guidée finalement? Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais être. Que si on place la barre au milieu, on va pas aller plus haut, alors que si on la place très haute, eh ben, on a beaucoup plus de chances de vivre une vie extraordinaire. Et oui, ça m'a enlevé la peur de l'échec, parce que l'échec, c'est important aussi et ça permet de grandir et d'avancer. J'ai écrit un article sur la peur et où j'explique, je reprends la peur, j'ai voulu la braver pendant un moment et finalement je suis peureuse, quoi. Il y a un moment, il faut l'accepter, c'est tout, je suis peureuse, mais est-ce que je laisse la peur mener ma vie? Ou est-ce que c'est moi qui prends la barre, quoi? Je me suis inspirée du livre Big Magic où elle explique, voilà, comment elle aussi elle a bravé la peur et bah, pas braver la peur justement, fait avec et puis, avancer quand même, quoi. Pas avoir peur de s'écrire une vie, magique et viser haut et voilà. Est-ce que tu en as eu des échecs au cours de ce voyage, par exemple? Oui, 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 des peurs immenses, alors enfin, des échecs. C'était quand même une belle réussite, donc c'est dur de dire qu'il y a eu des échecs. Mais il y a eu des peurs que j'ai Des dépassées, galères des peut-être? galères énormes, ça Mmh. c'est sûr, qui m'ont enrichie. Mais non, ce voyage était une magnifique réussite personnellement, sur le plan familial. On l'a fait pour éduquer nos enfants. On est super heureux et super fiers d'eux. Et ce qu'on a vécu, ça nous appartient pour toujours. Ce qu'on a vécu tous ensemble. Et voilà, c'est à nous, dans nos cœurs et dans nos êtres profondément ancrés. Et les relations qu'on a nouées à quatre, elles sont indéfectibles et elles sont magnifiques. Et comment est-ce que ce projet impacte, votre vie familiale aujourd'hui? Ça a noué des liens que tu n'aurais pas pu avoir en dehors, tu penses? Oui, oui, j'en suis certaine, oui, oui, j'en suis certaine et puis ça a ouvert mes enfants sur, une autre forme de vie, le retour a été assez choquant pour eux de voir tous les jeunes qui mettaient le téléphone entre eux et le visage de l'autre, au début, hein. Après voilà, tous les jeunes ne sont pas comme ça, mais il y en a quand même aussi beaucoup qui sont comme ça et moi, ils sont passés à côté d'internet, hein, donc c'est pas du Ah tout la oui, même vie, quoi. ah oui, effectivement. Ils sont passés à côté d'internet, mais par exemple pas à côté du cinéma parce nous, on est passionnés de cinéma. On est partis avec, de nombreux films, on a fini avec une collection de 3000 films à bord et Ah oui! tous les soirs, on a regardé quasiment, hein, on a regardé un film ensemble, de tous les Ah horizons, génial. tous les styles pour partager cette passion avec eux et voilà, aujourd'hui, mon fils va travailler, veut être producteur de cinéma, par exemple. Ouais. Ça l'a guidé sur son avenir finalement. Ça lui a En tout cas, il s'en est inspiré. Je ne sais pas s'il fera ça demain, mais il avance sur son chemin. Ah bah s'il a envie, si, c'est génial, Oui. top.
Est-ce que tes enfants ils sentent une différence par rapport aux autres enfants due à ce voyage Je trouve qu'ils ont gagné ils s'adaptent super bien à tout le monde. Ils se sont très très bien réintégrés, incroyablement bien réintégrés dans leur vie de tous les jours. Ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, vous entendrez ça de la part d'une maman qui aime ses enfants et qui est forcément objective, d'accord? Mais quand même, ils sont d'une maturité qui est assez exceptionnelle, je pense. Ils partagent en commun la générosité, l'ouverture aux autres, les langues. Mon fils parle 5 langues, dont 3 couramment, et ma fille 2 couramment. Donc voilà, c'est une capacité à rentrer en contact qui est immédiate et à s'adapter. Ma fille a sauté 2 classes et là, elle a intégré une section anglaise et elle a 12 ans et elle est avec des filles de 14 et 15 ans. Et ça se passe très bien et elle est déléguée de sa classe, voilà. Donc juste pour dire que ça, pour illustrer, il y a de quoi être fière. Oui. Bah oui, oui, j'avoue que je suis très fière d'eux. Et c'est sûr, c'est magnifique, je trouve que c'est formidable. Je trouve que ce voyage et le fait qu'ils aient à se débrouiller par eux-mêmes et à s'adapter, à s'ouvrir, leur a donné de belles qualités qui, je pense, vont les armer pour le reste de leur vie et leur permettre, je pense qu'ils croient en eux et c'est chouette. Il faut partir de là parce que c'est important d'avoir confiance en soi pour faire de belles choses dans la vie. Exactement. Mais du coup, ça répond un petit peu à ce qu'on te disait avant que tu partes. Comment est-ce que tu vas faire pour les enfants, leur éducation, etc. Oui, pour moi, c'est un petit peu un pied de nez en me disant. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Sans méchanceté, c'est vrai que je pense qu'on peut tirer une fierté de ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'on a pris le risque de prendre en charge leur éducation. C'était pas facile. Et donc, c'est pas comme si on les avait confiés à une institution et puis qu'on les voyait pas de la journée. Non, on a vraiment, c'était un énorme risque. On nous a dit, mais si vous n'y arrivez pas, ça va être la catastrophe. Moi, on m'a dit, mais avec ton niveau de maths, ça va être catastrophique. Bon, heureusement, il y avait mon mari qui assurait là-dessus. Et puis finalement, quand on savait pas, on se formait avec eux. Et puis on profitait de toutes les compétences qu'on rencontrait. Tiens, toi, tu as été astronome, c'est formidable. On va faire un cours qui n'est pas dans le CNED pour tous les enfants de la Marina sur l'astronomie. C'est avec des rencontres, en fait, Oui. que tu as... Oui. Un pêcheur qui montre ses techniques, qui partage ses techniques de pêche, un retraité qui explique sa vie exceptionnelle et qui prend un peu sous sa protection mes enfants comme un grand-père, parce que ces petits-enfants, ils sont loin, alors du coup, ils partagent avec eux toute leur vie. Et toutes ces histoires exceptionnelles qui ont été partagées leur donnent envie de vivre aussi des vies exceptionnelles. Ils ont conscience déjà d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, mais pour eux, c'est que le début. La leur est à venir et ils ont envie de s'écrire une vie exceptionnelle encore. Et ils savent qu'ils sont maîtres de leur vie. Oui. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Est-ce que vous avez des projets de voyage à venir ? Alors non, et c'est très dur d'avoir des projets derrière. Non, on n'en a pas et on n'en a plus très envie pour l'instant. Dans le contexte dans lequel on est revenu, on a la chance d'avoir des super voisins autour de nous, et on a retrouvé un petit peu l'esprit d'une marina avec nos voisins. Il y a de solidarité, d'entraide, on est attentif à l'écologie, on fait du miel, des légumes ensemble, on partage des passions, on fait des choses avec les enfants, tous ensemble. On fait beaucoup la fête, on chante, parce que ça, c'était aussi très présent sur la vie du bateau. On chante, on danse, voilà. Et donc, on a vraiment eu cette chance incroyable de revivre ça autour de nous, et je pense qu'on entretient ça aussi, parce que les gens, ils aiment bien ça chez nous aussi. C'était formidable de faire le tour du monde, mais faire le tour du monde nous a appris aussi qu'on crée la richesse en partageant avec les gens autour de soi. Et il ne faut pas forcément aller chercher la beauté au bout du monde. Elle est déjà au bout de notre jardin, quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'être attentif à la vie, à la nature, aux autres autour de soi. Et il y a déjà plein de choses à partager avec les gens autour de soi. Donc aujourd'hui, nos vacances, on part beaucoup avec des amis. On fait du beach volley, du ski ensemble. On partage des chouettes moments. Et on n'a plus trop envie d'aller voyager pour l'instant au bout du monde. À mon avis, ça reviendra, mais pour l'instant, pas dans nos projets immédiats. Oui, vous êtes revenu il y a 2 ans, c'est ça ? Oui, mon Dieu, 2 ans, 1 an et demi, voilà, 2 ans, ouais. Ça va vite, ouais. Ouais. Tant mieux si vous avez réussi à trouver un équilibre sur place, oui. C'est génial. C'est vrai. Parce qu'il y a quand même beaucoup de marins qui dépriment en rentrant. Il est important, quand on part, et pas forcément en tant que marin, quand on part sur un beau projet de voyage, il faut préparer l'après. Tu as des conseils pour ça, justement ? Car c'est un sujet qui revient énormément quand on revient d'un tour du monde.
la dépression post-retour, en fait, comment est-ce qu'on fait pour la surpasser? Les amis, ne pas se réenfermer dans un quotidien dans lequel on replonge très, très vite. Voilà, moi, j'ai eu du mal à t'accorder ce temps d'échange parce que je m'arrête plus, en fait. On est tous, vraiment, on se laisse embarquer par le rythme du quotidien. Donc ça demande beaucoup d'efforts que de s'arrêter et j'y arrive pas toujours. J'y travaille et voilà, je pense que ça, c'est vraiment la clé, savoir s'arrêter. On apprend, du voyage à vivre le moment présent et ben, il faut se forcer à rester dans cet état d'esprit quand on rentre. Et c'est pas facile de ne pas se laisser happer par le quotidien. Tout à fait. J'ai une dernière question. Le podcast s'appelle De vraie vie. Donc la question que j'ai est, pour toi, c'est quoi la vraie vie? Quand on dit la vraie vie, ça veut dire quoi? La vraie vie, c'est de vivre pleinement la sienne de vie. C'est bien de s'inspirer de celle des autres, mais on n'a qu'une seule vie et il faut prendre sa plus belle plume, prendre son plus joli cahier et s'écrire sa vie. Il faut se dire ce qu'on a envie d'en faire parce que à mon avis, ce qui est vraiment risqué, c'est de se retrouver en fin de vie et de se retourner et de se dire oh, mon Dieu, c'est passé tellement vite et j'ai pas fait tout ce que je voulais, j'ai pas vécu tout ce que je voulais et finalement, est-ce que je suis pas passée à côté de ma vie? Et il faut absolument trouver un temps pour s'arrêter, pour se poser cette question. Et moi, j'ai envie de faire quoi de ma vie? Et la vraie vie, c'est la sienne. C'est celle qu'on va s'écrire pour soi. Parfait. Merci beaucoup Virginie. T'en prie Anastasia, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vraie Vie. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur iTunes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter ou Facebook, @devraivie. À bientôt! Oui, je me disais que c'était... fallait avoir son bateau, en fait, pour pouvoir faire ça. Pas du tout, c'est pas réservé aux autres. Combien de jeunes sont montés à bord de bateaux pour faire des traversées? Il y en a qui ont fait la traversée de l'Atlantique. Alors, pas avec nous. Nous, on n'a pas accueilli de jeunes. D'abord aussi parce que j'ai accueilli à bord, mais on voulait vraiment avoir des moments d'intimité à 4, si tu veux. Et les traversées, on a hésité à prendre des équipiers parce que c'est plus facile pour on est toujours éveillé, hein. On dort pas quand on traverse comme ça. Donc, ça veut dire qu'on fait 3 heures de sommeil, 3 heures de quart, 3 heures de sommeil, 3 heures de quart. C'est très fatigant. Oui, on aurait pu prendre des équipiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait la première fois. On avait une équipière pour l'Atlantique. Et là, on s'est dit non, on va le vivre que entre nous. Et j'ai jamais regretté. C'était une expérience de vie dure, hein. On a failli mourir aussi. Donc, c'est pas vrai. On a eu un feu à bord pendant la traversée du Pacifique. À ce moment-là, comment est-ce que tu fais Eh ben, tu réveilles ton mari, tu lui dis feu à bord, là il se lève tout de suite. Donc moi je prépare tout de suite la survie. Je vais chercher les gilets de sauvetage, je prépare le bateau pour mettre la bouffe dedans, tout ce qu'il faut, l'eau, tout ce qu'il faut emmener, tu vois. Et pendant ce temps-là, lui, il essaye de comprendre d'où vient le court-circuit, comment il arrête le feu, etc. Et c'était une prise qui était en train de prendre feu, donc il a su. Ça sentait très fort le feu et ça fumait, mais c'était un début, si tu veux. Mais on l'a pris à temps. Et puis il a coupé l'électricité et voilà. Et c'était très très drôle parce que mon fils dormait profondément et il est monté pendant que moi j'étais vraiment habillée en survie pour sortir et il s'en est même pas rendu compte et il a dit mais qui a éteint mon ventilateur, il pète de chaud dans ma cabine. Oui, alors il y a le feu. Il était limite somnambule et tout ça parce qu'on avait coupé l'électricité, il avait plus son ventilateur et voilà, il s'en était pas rendu compte. Ça c'était très drôle. Voilà. Il y a d'autres priorités. Et nous on était sciés, on l'a regardé repartir, il s'est rendu compte de rien et le lendemain on lui a raconté et il m'a dit il y avait un petit peu un feu à bord, on était en train de gérer ça avec ton père. Voilà. On a été confrontés à la mort très violemment comme ça par 2 fois. Et à ce moment-là, tu te dis quoi Que si ça doit s'arrêter, j'ai vécu une vie extraordinaire et je regrette rien. Et ça, vraiment, je me le suis dit au moment où ça s'est passé. Mais on fait quand même tout en sorte que tout se passe bien.